je passe la parole à Jean-Michel Huel, modérateur de ce panel sur les promesses de la blockchain pour la finance publique africaine. Merci Jean-Michel, à toi la parole. Merci Mohamedou. Tu nous confirmes bien qu'on aura un quart d'heure de plus pour rattraper le retard. C'est parfait, impeccable. Comme ça, on aura bien le temps de parole, surtout que c'est un très beau sujet et qu'on a, comme vous allez voir, un très beau panel. Je vous propose dans un premier temps de faire un petit tour de table, justement. On va commencer par Nelly. Donc, je propose à chaque panéliste de se présenter en 30 secondes et puis après, nous commencerons le jeu des questions-réponses. Nelly ? Oui, bonjour, merci Jean-Michel, merci CIO Mag et toute l'équipe et Mohamedou Diallo en particulier pour cette opportunité. Donc Nelly Chatoué-Diop, je suis CEO et cofondatrice de Ijara, qui est une plateforme mobile d'investissement et d'épargne qui s'appuie énormément sur la blockchain et l'utilisation des contrats intelligents pour pouvoir apporter une valeur ajoutée aux clients. Mon background finalement est plutôt informatique, finance à la City de Londres et aussi data innovation. Donc je pense qu'autour de ce panel, on aura l'occasion d'aborder tous ces points-là. Merci. Merci beaucoup Nelly. Je rappelle à chaque intervenant, n'oubliez pas de cliquer deux boutons, le bouton pour parler et le bouton pour la traduction. On a un petit exercice technique à faire pour que la traduction fonctionne. Et si possible, comme Nelly ou moi, n'hésitez pas à vous mettre en mode vidéo. C'est toujours plus sympathique de vous voir. Je voulais savoir si son Excellence, Monsieur le ministre des Postes, Télécoms et Développement Numérique de Madagascar avait pu se connecter à cette visio. Il n'était pas là juste avant le démarrage. Est-ce que vous avez pu vous connecter ? Bon, toujours pas. Si je fais le petit WhatsApp pour voir s'il se joignait à nous. Sinon, je propose, en suivant, si j'ose dire, l'ordre alphabétique, Pete Kaufman de la KfW. Pete, tu es avec nous? Oui, bonjour et grand merci de m'avoir invité à ce panel. Je m'appelle Pete Kaufman, je travaille au niveau de la KfW, la Banque allemande de développement, qui est en coopération aussi avec la BOAD. Et je suis en charge de développement des outils innovateurs, surtout au niveau de la blockchain. Très bien, merci beaucoup Pete. Pete, tu es actuellement à Francfort, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi, je suis à Paris. Nelly, je ne sais pas où vous êtes. Au Cameroun. Au Cameroun. Voilà. Et maintenant, nous partons aux Comores. Vous voyez, c'est ça l'intérêt du digital, c'est qu'on voyage beaucoup. Et je passe la parole à Shamsoudini. Shamsoudini, tu es avec nous? Bonjour, merci. Oui, je suis avec vous, Jean-Michel. Merci. Bonjour à tous. Merci à CIO Mag pour cette invitation. Donc, oui, donc je me trouve en Union des Comores. Je dirige l'Agence nationale du numérique qui a la responsabilité d'assurer le pilotage de la transformation numérique et la gestion de l'informatique de l'État. Donc, très heureux de participer à ce panel. Merci beaucoup, Shamsoudini. Et enfin, Jean-Marc Niel. Jean-Marc. Alors, bonjour à tous. D'abord, un grand merci aux organisateurs pour cette invitation et à Mohamedou en particulier, avec qui nous avons l'habitude de faire des opérations communes. Donc, je m'appelle Jean-Marc Niel, je suis administrateur des finances publiques à la Direction générale des finances publiques françaises. Et depuis quelques années, je suis mis à disposition du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants de l'administration fiscale, qui est une organisation internationale qui regroupe une trentaine d'organisations fiscales francophones de par le monde. Donc, Amérique du Nord avec Canada, Québec, Haïti, France, Belgique, Cambodge, mais évidemment avec une majorité de nos membres qui se situent sur le continent africain, notamment au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et l'objectif du CREDAF, c'est de permettre à ces administrations fiscales d'avoir entre elles une coopération multilatérale. Merci Jean-Marc. Donc voilà, c'est la magie du digital. Nous avons de la France, de l'Allemagne, du Cameroun, des Comores, peut-être de Madagascar, si le ministre arrive à se connecter. Je fais quelques échanges par WhatsApp pour voir si ça fonctionne. Je vous propose pour commencer, cette table ronde était donc axée autour
autour de la question de la blockchain dans les finances publiques. Avec Mohamedou, on avait décidé de faire ce sujet parce que BNP vient de publier une étude en anglais et en français, donc comme quoi ça peut servir à tout le monde sur ce thème. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont inscrits recevront en PDF par lien demain un petit email avec cette étude sur le potentiel de la blockchain pour les finances publiques en Afrique, d'où l'idée de faire cette table ronde. Et pour la commencer, je voudrais faire quelque chose de très basique, parce que c'est souvent ce qu'on fait à la fin dans les conférences. Je voudrais commencer par là. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous partager avec nous un exemple concret, et je dis bien concret, hein, pas de la théorie, pas, etc., d'un usage de la blockchain, si possible dans le domaine des finances publiques, un sujet, alors soit que vous avez piloté, soit que vous avez regardé, et qui vous semble une bonne illustration de la manière dont on peut utiliser intelligemment cette technologie, notamment en Afrique, bien entendu. Nelly, je vous laisse peut-être commencer. Merci Jean-Michel, mais vu que tu as reprécisé en disant quelque chose qu'on a piloté, parce que j'avais un exemple dans les finances publiques, mais j'ai pas piloté forcément ce type de projet, notamment les émissions obligataires, mais un exemple que j'ai eu l'occasion de piloter et de mettre en exergue en Afrique, c'était autour de la traçabilité des produits et des services. En effet, avec le Covid, en avril, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de personnes qui font des faux médicaments ou qui essayent de vendre de faux masques qui ne sont pas aux normes AFNOR, et on développe avec des équipes de mon Studio Lab une application qui permet facilement d'enregistrer un produit spécifique sur la blockchain, notamment au travers d'un contrat intelligent, et puis à l'utilisateur final de pouvoir vérifier une fois qu'il a reçu le produit que le produit est bien authentique. Donc on parlait tout à l'heure avec Monsieur Ben Barka, parlait de sécurité alimentaire et des traçabilité qui seront des engagements et des challenges forts à régler en Afrique dans les années qui viennent. Donc, ce type d'application que permet la blockchain est notamment fondamental. Oui, merci beaucoup, c'est un très bon exemple. Je passe la parole à Pete. Pete, je pense que tu pourrais nous parler d'un beau projet, d'un beau sujet qu'a développé la KfW. Oui, merci. Nous avons développé une application blockchain nommée TrueBudget, où dans notre pays pilote de Burkina Faso, ça s'appelle Système d'information de gestion des finances extérieures ou des fonds extérieurs. Et c'est un outil qui améliore la gestion ou transparente des fonds publics mis à la disposition par les bailleurs de fonds. L'application, mais en général, l'application permet aux partenaires d'affaires de coopérer d'une manière plus efficace et transparente, et surtout, ce qui est important, dans un cadre plus responsable. Alors, comment ça fonctionne? Les partenaires, par exemple, dans le contexte de développement, c'est le gouvernement de Burkina Faso, par exemple, et la KfW en tant que bailleur de fonds. Ils utilisent le logiciel pour travailler sur les processus importants d'un projet ou d'un financement. Alors, par exemple, à travers de cet outil, on donne des confirmations ou des paiements ou des accords sur des décisions qui sont importantes en ce qui concerne la réalisation d'un projet du gouvernement. Alors, pourquoi la blockchain? Bien entendu, l'avantage, c'est d'abord, c'est un réseau accessible à tous les partenaires concernés, c'est-à-dire on peut échanger les informations en temps réel. Tout le monde est tout de suite informé par une activité faite par un des partenaires. Et plus important encore, c'est qu'une fois que l'information est enregistrée sur la blockchain, je ne peux plus la changer. Oui. C'est-à-dire, ce que je mets en tant qu'information sur la blockchain est comme écrit sur un document de contrat, c'est-à-dire je suis tout de suite responsable de cette entrée sur la blockchain. Je ne peux jamais prétendre dans l'avenir que non, ça ne s'était pas fait par la KfW ou par quelqu'un, parce que c'est enregistré d'une manière sécurisée. C'est-à-dire, dans
le contexte où je travaille ensemble avec un partenaire, je suis beaucoup plus responsable dans les activités documentées à travers de cet outil. Alors, comment on utilise ça? On a un projet au Burkina, mais aussi dans d'autres pays. Et pourquoi on fait ça? Bien entendu, c'est plus efficace, c'est pour réduire les coûts des transactions, mais beaucoup plus important, c'est qu'actuellement, en tant que bailleur de fonds, on ne va pas envoyer les fonds directement dans un compte de gouvernement à cause de risques de détournement. C'est-à-dire, pas seulement la KfW, l'AFD et tous les autres bailleurs de fonds, normalement, ils n'envoient pas l'argent directement dans la banque de partenaires, mais on paie directement les prestataires de services qui sont sous contrat de nos partenaires. Alors, malheureusement, ce système détourne le système de nos partenaires et ce n'est pas durable. Et en plus, de point de vue d'un pays comme le Burkina Faso, par exemple, fait face à plus que 80 bailleurs de fonds. Et chaque bailleur de fonds a le même problème, comment on réduit les risques fiduciaires. Et chacun développe ses propres exigences et procédures. Et pour un gouvernement, un ministère des Finances au Burkina Faso, c'est presque impossible d'avoir un aperçu sur le flux de fonds et l'utilisation de fonds dans leur secteur public. Et bien entendu, ça aussi, c'est difficile maintenant d'établir un budget national qui n'a pas des données nécessaires pour vraiment être réaliste dans la situation des investissements du secteur public. Et nous espérons, en utilisant cette plateforme TrueBudget ou SICFE, que les risques fiduciaires seront réduits à travers des caractéristiques de blockchain, de façon qu'on puisse, dans l'avenir, envoyer l'argent directement dans un budget national, parce qu'en utilisant cette application, on peut suivre comment le partenaire utilise les fonds selon les accords qu'on a signés bilatéralement ou dans un groupe de partenaires. C'est ça l'avantage. Et oui, c'est open source et on est dans un état assez avancé avec l'utilisation de cette plateforme, aussi grâce au Bearing Point, bien entendu, qui nous soutient là très fortement. Oui, alors je pense et on croit que les caractéristiques de blockchain en général vraiment offrent un potentiel de solutions qui n'étaient pas avant réalisables. Alors ça, je vois vraiment un potentiel énorme, pas seulement dans le développement, dans le contexte de développement, mais en général. Merci. Merci beaucoup, Pi. C'était effectivement un exemple très, très clair et fort intéressant. Je voulais passer maintenant la parole à Shamsuddini, depuis les Comores. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Quels sont les projets qui vous marquent en termes d'usage intelligent de la blockchain? Merci Jean-Michel. Donc, effectivement, par rapport à notre maturité, transformation numérique, qui date de la mi-octobre 2018, où nous avons enclenché la feuille de route numérique. Notre agence qui est chargée de piloter cette transformation est toute récente, elle date du mois de janvier 2019, mais néanmoins on a quand même enregistré un certain nombre d'avancées sur le cadre réglementaire, en ayant déjà commencé à élaborer quelques textes qui constituent notre code numérique. Nous sommes dotés d'une vision de notre architecture d'entreprise gouvernementale, mais également de la stratégie nationale de cybersécurité. Et nous sommes déjà en train de mettre les premiers jalons pour opérationnaliser notre dispositif national de cybersécurité. Alors, en l'espace de moins de 2 ans, on a quand même un certain nombre d'avancées, tout va vite. Nous n'avons naturellement pas d'exemples, comme vous disiez tout à l'heure, concret par rapport à une application de solution basée sur la blockchain.
Néanmoins, nous avons quand même des problématiques qui sont clairement identifiées, qui font sens, et c'est la raison de notre présence à cette table ronde. Donc, je vais être assez rapide. Le sujet, c'est la blockchain comme une promesse pour les finances publiques. Et effectivement, les finances publiques représentent un réel enjeu, et plus précisément leur performance. L'usage d'une innovation de rupture, la blockchain, comme une solution possible à l'amélioration des finances publiques, afin d'appuyer l'État dans sa capacité à mobiliser les financements intérieurs principalement, et la mise en œuvre d'un contrat social favorable et sûr pour le citoyen, il nous paraît quelque chose d'essentiel pour être en capacité de financer les chantiers nécessaires au développement de notre pays, et en particulier les projets liés au numérique. Je pourrais y revenir et en citer quelques-uns tout à l'heure pour informer un peu plus en détail l'auditoire. La solution que nous, on envisage pour permettre de rehausser, si vous voulez, la santé des finances publiques, qui, pour rappel, nous avons un taux de pression fiscale de 7,2% d'après la Banque centrale des Comores, un solde budgétaire qui est passé de base, qui est passé de moins 0,6% à moins 1,6% en 2019, donc on a ce déséquilibre. Et du coup, effectivement, quand on regarde le taux de pression fiscale par rapport à la moyenne africaine qui est de 20%, nous avons un différentiel de 13%. Ce différentiel-là représente à la fois l'opportunité pour ce type de débat, pour proposer des solutions alternatives qui n'ont pas encore été envisagées jusqu'à présent. Et en même temps permettre, donc offrir aussi des marges de manœuvre à l'État qui, dans le contexte actuel de Covid et de crise économique, ne peut pas, par exemple, a du mal aujourd'hui à avoir des effets pour réduire le poids du secteur informel qui représente 77%, d'après un rapport de la Banque mondiale qui date un petit peu, qui est de 2016, et puis une fraude fiscale qui reste élevée, ce qui explique cette fragilité-là. Donc, il va falloir... donc, il y a des études qui ont permis de comprendre un petit peu les causes de tout ça, et je vais faire le lien avec la blockchain. Donc, le monsieur de la KfW précédemment a prononcé le mot de la confiance. Effectivement, tout ça, c'est un problème de confiance, et je pense que une solution qui serait basée sur la blockchain devrait permettre de mettre un petit peu, de créer cette confiance entre d'un côté l'État et d'un côté le citoyen, mais avec la condition que chacun fasse un pas en avant. Le pas en avant du secteur informel et du citoyen de manière générale, c'est effectivement de procéder à passer au secteur formel, mais il faudra des contreparties comme un contrat social qui peut composé d'avoir un minimum de revenus, un chômage, une sécurité sociale, ce que nous n'avons pas actuellement dans notre pays. Et une solution basée sur la blockchain permettrait, à mon avis, et là on va s'appuyer forcément sur la vivacité de notre écosystème de start-up qui est naissante, mais qui est néanmoins extrêmement dynamique, mais également avec les partenaires que nous rencontrons, BearingPoint, mais aussi des partenaires qui sont sur cette thématique, comme par exemple, j'ai appris lors d'une conférence précédente qu'il y avait toute une réflexion au niveau des titres, en fait des titres financiers numériques, et c'est là la proposition, c'est pour pouvoir aider l'État à améliorer ses finances publiques, à développer une capacité de financement de ses besoins intérieurs, c'est de mettre en place un marché de titres publics. Mais ça a déjà été fait, il y a eu des chantiers qui ont échoué à cause de ces problématiques de confiance. Maintenant, il s'agirait de réitérer ce projet-là, mais en incluant une solution basée sur la blockchain. Ça a déjà été fait, il me semble, je crois notamment par le Trésor américain,
qui a développé des bonds tokenisés basés sur la blockchain Ethereum. Donc, il s'agira de nous intéresser à ce type de pratique pour pouvoir mettre en place un pilote au niveau de notre pays. Je pense que il y a vraiment un vrai potentiel pour la mise en place de ce type de solution, parce que tout le monde a le souci de contribuer au développement de notre pays. Donc l'État, avec les initiatives qu'elle prend, les réformes ambitieuses qui sont déjà entreprises, mais également la communauté, les citoyens qui se regroupent. Par exemple, dans zone rurale, vous avez des associations qui ont été en capacité, en l'espace de quelques semaines, de mobiliser 270 millions de francs comoriens, c'est-à-dire plus de 540 000 euros en l'espace de quelques semaines pour financer des routes dans les zones secondaires, parce que ça répondait à une problématique sociale et économique. Cet argent-là est mobilisé et utilisé, mais il demeure quand même des problèmes, alors que si on arrivait à permettre l'installation de ce marché de titres publics tokenisé ou digitalisé ou blockchainisé, comme on veut, on pourrait développer un certain nombre d'atouts, de pérenniser ces solidarités et créer, comme je le disais tantôt, des mécanismes qui viseraient à renforcer la confiance et encourager les gens à passer du secteur formel à informel au formel, mais également à permettre à ce qu'il y ait moins de sous-déclaration, moins de fraude fiscale, dès lors qu'il y a une contrepartie, qu'il y a une transparence, qu'il y a une traçabilité de l'information, ça a été dit tout à l'heure, mais qu'il y ait également aussi une garantie sur le caractère infalsifiable de l'information. Et tout ça, ce sont les caractéristiques de la blockchain. Et donc, ma présence ici, c'est vraiment d'abord un témoignage pour dire que nous avons opéré donc très récemment notre transformation digitale et que nous nous intéressons naturellement à ce qui se fait au niveau de la région et au niveau du continent auquel nous appartient, même si nous sommes un archipel. Donc, nous voulons tirer en fait des retours d'expérience pour apprendre rapidement et surtout pour investir de manière juste. Donc voilà, je ne veux pas être trop long et on aura peut-être l'occasion de préciser un peu plus l'usage qu'on imagine et que nous souhaiterions tester avec le concours des partenaires internationaux de la Banque centrale des Comores, du ministère des Finances et du secrétariat chargé de la modernisation des administrations. Merci beaucoup, Shamsouni, c'était très clair et très complet. Oui, vous m'entendez? Oh, c'est bon? Non, je te remercie, c'était très clair comme intervention. Jean-Marc, vous terminez un peu ce premier tour de table. Est-ce que vous auriez un exemple, un cas concret que vous auriez envie de mettre en avant? Alors, c'est vrai que, comme je l'ai indiqué, le CREDAF, c'est le cercle de réflexion et d'échange des dirigeants d'administration fiscale, et ça fait déjà un bon moment que le sujet de la blockchain fait partie des réflexions du CREDAF. Le meilleur exemple est que l'année dernière, déjà en mai 2019, d'ailleurs Mohamedou y a participé, nous avons organisé avec l'Agence de revenus du Canada et Revenu Québec un colloque qui s'appelait Administration fiscale du 21e siècle. Colloque pendant lequel nous avons beaucoup parlé de la blockchain. Alors, pour m'inscrire tout à fait dans les propos des intervenants précédents, c'est vrai qu'à mon sens, l'activité administrative, c'est vraiment un immense terrain de jeu pour la blockchain, et notamment en ce qui concerne l'administration fiscale. Alors là aussi, moi, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais simplement donner quelques exemples qui me semblent les plus appropriés en la matière. Parce que si on fait un focus sur l'administration fiscale, qu'est-ce que c'est finalement une administration fiscale?
J'avais un ancien directeur qui disait toujours une administration fiscale, c'est une industrie. Simplement, on ne fabrique pas des tôles, on traite de l'information et on traite de manière industrielle de l'information qu'on recueille et on essaie de la transformer en recettes publiques. Et ces recettes publiques, très concrètement, elles servent ensuite à développer, à couvrir les dépenses de développement, de santé, d'éducation dont on a tous besoin, et peut-être même un peu plus d'ailleurs sur le continent africain. Alors, pour nous, la blockchain, il y a probablement plusieurs axes de travail. Le premier axe de travail, c'est un peu la bête noire de toutes les administrations, c'est la simplification des processus et puis la qualité de service aux usagers. Quand on s'imagine ce que peut représenter pour un usager le nombre d'obligations administratives qu'il a à remplir au cours d'une année, le nombre de déplacements que ça implique quelquefois dans des endroits où il n'est pas simple de se rendre au centre des impôts ou à la recette des impôts, même si elle est dite locale. La blockchain, ou tout au moins une technologie qui s'apparenterait et qui s'appuierait sur un type de documents qui sont à la fois partagés, qui sont authentifiés et qui sont immuables, c'est la fin des copies conformes des documents administratifs, c'est la fin des certifications de documents, c'est la fin des multiples ressaisies, c'est la fin de tout ça. Bon. Donc à mon sens, il y a un premier bloc qui est le bloc de la simplification des relations avec les usagers, ce qui implique aussi pour les administrations fiscales d'ailleurs d'énormes gains de productivité, puisque évidemment pour faire tout ça dans les administrations, ça implique qu'on ait des agents qui soient payés pour le faire et qui remplissent de multiples registres si on est encore au papier, ou bien qui soient ensuite dans des applications si on est on va dire à la première génération de l'informatique. Il y a un deuxième axe qui nous semble aussi très important, et l'intervenant précédent l'a évoqué, c'est évidemment la lutte contre la fraude fiscale, puisque à partir du moment où on est sur des informations qui sont authentifiées, qui sont sécurisées et qui sont immuables, évidemment, l'ancien vérificateur et directeur du contrôle fiscal que je suis, dans l'administration fiscale, on est bien entendu très intéressé par tout ce qui est tracé, sécurisé, authentifié et immuable. Exemple concret, pouvoir par exemple s'assurer simplement que le fournisseur ou le client avec lequel on est en train de traiter est bien immatriculé auprès du service des impôts dans le pays dans lequel il est installé, pouvoir s'assurer qu'il est à jour de ses obligations fiscales, pouvoir s'assurer que l'attestation qu'il va me délivrer, par exemple, pour bénéficier d'un régime de franchise ou de suspension de taxes quelconque qui est lié à l'import-export, pour pouvoir m'assurer que je traite avec quelqu'un qui est à jour et connu de l'administration fiscale de son pays, c'est évidemment, en matière de lutte contre la fraude, quelque chose qui offre des possibilités en matière de lutte contre la fraude qui sont très, très importantes. Je veux donner un dernier exemple et je rebondis sur ce qu'a dit Pete. Il y a aussi, bien entendu, un immense potentiel en matière de gestion et de contrôle de la dépense publique. Une administration fiscale, c'est bien entendu une administration qui assoit l'impôt, mais qui le recouvre, et souvent, et dans tous les pays, elle a une administration qui est cousine, sœur, voire qui en France d'ailleurs, c'est la même administration, qui gère et qui paie la dépense publique. Et donc là aussi, bien entendu, il y a d'immenses potentiels si on se réfère à ce sur quoi s'appuie la blockchain et sur son fondement. Voilà, je veux pas faire beaucoup plus long, mais voilà l'état des réflexions du CREDAF sur ce sujet. Merci beaucoup, Jean-Marc. Tu as fait 6 minutes, tu n'as pas été le plus long. Ce qui est très pratique avec cet outil, c'est qu'on a aussi le temps de parole des speakers, donc je peux contrôler, mais je resterai discret sur ce point. Merci beaucoup à tous d'ailleurs pour ce premier tour de table qui était fort instructif et aussi pour avoir donné des exemples concrets.
Donc là, c'est plutôt positif, c'est le côté, il y a des choses qui se font. Je voudrais qu'on rentre un petit peu maintenant sur une question un peu moins rigolote, mais quelles sont les difficultés, parce que je pense que c'est aussi le vécu quotidien sur le terrain, qui peuvent être rencontrées quand on veut déployer des projets autour de la blockchain? Est-ce que ce sont les difficultés d'ordre technique, technologie, accès, gestion de données? D'un point de vue usage, est-ce que les différents agents dans le secteur public acceptent une nouvelle méthode de travail, les usagers aussi, le cas échéant? Est-ce que c'est des questions humaines? Je pense à la formation, je pense aux compétences. Est-ce qu'il y a des problèmes de régulation, les données, la réglementation sectorielle, le cas échéant? Voilà, je vois qu'on évoque un petit peu à la fois les principales difficultés aujourd'hui rencontrées sur le terrain en Afrique, et puis quand même pour positiver, quels sont les moyens mis en œuvre, les actions pour contourner ces différents problèmes. Qui veut s'exprimer en premier? Je veux bien y aller. Ouvert, Oui. donc, d'accord, Tout à fait. En fait, et je trouve que ce panel est très riche parce que on a des profils très différents. Donc moi, je vais m'exprimer du point de vue d'une start-up africaine qui se lance dans ce domaine en s'appuyant sur la blockchain pour proposer, démocratiser finalement l'accès à l'investissement et à l'épargne sur la zone Afrique francophone. La première difficulté qui pour moi me vient à l'esprit, elle est d'ordre réglementaire. Aujourd'hui, enfin, quel que soit le pays du monde, la régulation n'est pas très claire sur cet usage des cryptos, parce que quand on parle de blockchain, il faut aussi parler de crypto-monnaie. Enfin, ça va avec. Si on parle du Bitcoin, qui est finalement la première blockchain, donc c'est pas très clair. Aujourd'hui encore, je relisais ce matin les différentes positions des pays les pays développés, où aux États-Unis le Bitcoin est considéré comme un actif financier, au Japon c'est considéré comme une monnaie. En France, c'est plutôt actif financier, mais c'est pas encore très clair. Et aujourd'hui, en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, on commence à peine à se saisir côté régulation du sujet. Je note finalement les efforts immenses que je reconnais des régulateurs, que ce soit en zone Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, de commencer à se positionner dessus et à faire interagir aussi, à créer des comités avec des fintechs. Mais il faut qu'on aille plus loin, plus vite, surtout si on veut aussi dans ce secteur-là, faire du leapfrogging, comme l'a souligné Monsieur Ben Barka. Donc déjà réglementaire, clarifier, c'est une zone grise. Il faut qu'on y aille. C'est l'innovation, c'est l'Afrique de demain. Tout se joue aujourd'hui, donc il faut qu'on nous donne les moyens, nous en tant que fintech, de pouvoir y aller et de pouvoir même accompagner la finance traditionnelle. Les banques, qui on le sait, sont moins agiles que nous on peut l'être. Le deuxième, finalement, la deuxième difficulté, c'est l'éducation, l'usage finalement des populations, parce qu'évidemment, quand on parle d'innovation, quand on parle de nouvelles technologies, il y a déjà des blocages mentaux qui se font, pas forcément des blocages parce que l'usage est compliqué. Donc, il faut procéder par énormément d'éducation, de sensibilisation sur le terrain. Ce en quoi on est beaucoup aidé, mine de rien, par tout ce qui est aujourd'hui disponible comme formation gratuite, webinaire en ligne, et aussi en organisant des événements sur le terrain. On sent quand même une forte appétence des populations sur le continent à embrasser cette nouvelle technologie. Par contre, ça demande aussi pour les entreprises, demain les administrations fiscales, énormément un travail d'éducation à faire. Donc pour moi, je vais vraiment plutôt insister sur ces deux aspects-là, parce que c'est ceux qui m'impactent finalement le plus et qui impactent le plus les fintechs qui essayent d'innover dans ce secteur-là en Afrique. Côté technique et côté humain, on arrive à les surmonter. Aujourd'hui, Internet a ouvert le monde, a démocratisé l'accès à l'information, donc ce ne sont pas des blocages beaucoup plus prégnants. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très bonne illustration de ces blocages, de ces difficultés. Je rappelle juste deux petits points techniques pour nos intervenants. Ne pas oublier de cliquer sur les deux boutons pour aussi faire la traduction. Et pour tous les autres, n'oubliez pas aussi d'utiliser le chat pour poser des questions, parce qu'à la fin, on réservera un petit temps pour les questions à nos différents intervenants. Pete, peut-être un petit point par rapport au trou budget dont tu parlais. Quelles sont pour toi les plus grandes sources de difficultés sur le terrain? Surtout sur le terrain.
D'abord, bien sûr, il y a des défis au niveau technique, mais à mon avis, ça, on peut toujours trouver une solution si on a la volonté. Mais pour des gens qui s'y connaissent un peu, l'installation des nœuds de blockchain quand même est un défi. En ce qui concerne la sécurité, ça doit être en dehors de firewall. Il y a plusieurs solutions pour ça, mais c'est pas tout à fait facile à décider comment on fait. Ça, c'est numéro un. Plus important, bien entendu, c'est le facteur humain. Hein. Et tout d'abord, c'est si on propose quelque chose de l'extérieur, là, on se demande souvent, est-ce que moi, j'ai vraiment un problème? Yeah? Alors, bien entendu, si on parle avec une organisation qui n'est pas bien organisée au niveau de leur système d'information, toutes les solutions sont bienvenues, mais là, on a le problème que normalement, l'attente sont très élevées et on dit que bon, cet outil ne va pas résoudre tous vos problèmes. Hein. C'est complémentaire, il y a quelques avantages, mais d'abord, il faut vraiment s'occuper de votre problème de fond de système d'information. Ça, c'est un problème. L'autre, si vous rencontrez une organisation ou un ministère où tout est assez bien installé et géré, là, il manque souvent une perception, mais on n'a pas un problème. Alors pourquoi je dois maintenant me lancer dans des aventures que je ne connais pas? Et là, de le faire comprendre que la situation aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure des choses. Hein? Et souvent, on rencontre aussi les préjugés en ce qui concerne la blockchain, parce que les gens, ils ont entendu, mais pas compris. Ils pensent au Bitcoin et vraiment, ça complique les choses. Alors, notre façon de faire les choses, c'est normalement qu'on ne parle plus de la blockchain, parce que ça complique les choses. Mais le problème avant, je pense que le plus important, c'est la volonté vraiment d'être transparente et d'être responsable dans ce qu'on fait, soit dans l'administration, soit dans l'affaire commerciale. Bien entendu, il y a la promesse de l'efficacité, de la rapidité, de cette simplification, de la traçabilité. Tout ça, c'est bien, mais en revanche, on doit être d'accord que les processus sont au moins dans un groupe transparent et accessible pour tous les gens concernés. Et bien entendu, ça compte aussi pour, comme Nelly a dit, la démocratisation. Alors, si moi, je veux utiliser blockchain pour avoir une gestion de fonds publics transparente, oui, ça, ce n'est pas une décision technique, ça, c'est une décision politique. Oui. Alors, aujourd'hui, on peut proposer aux dirigeants un outil qui vraiment améliore la transparence, mais la décision finale, bien entendu, ce n'est pas à nous, c'est aux décideurs de prendre. Est-ce que moi, je veux vraiment m'avancer à ce regard, oui ou non? Je pense que ça, c'est le point crucial dans l'administration publique. Merci Pete, c'est très intéressant et très illustratif effectivement des difficultés qu'on peut rencontrer. Samsoudini, si on regarde aux Comores, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas aller beaucoup plus loin? Qu'est-ce qui manque pour aller plus loin encore sur la blockchain aux Comores? Alors, plusieurs éléments, parce que tout d'abord, nous sommes vraiment au tout début de notre transformation. Nous sommes en train de poser les premiers jalons ne serait-ce que du cadre réglementaire. Donc, nous allons faire passer la loi portant sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité qui intègre notamment tous les éléments autour de la preuve numérique, de la signature numérique, donc, tous les aspects techniques
qui vont être nécessaires pour armer toute la chaîne judiciaire et administrative comorienne, pour être en capacité de comprendre ce nouvel usage. Donc, on a un premier défi qui est déjà enclenché, qui est là, c'est la mise en place de ce cadre d'interopérabilité également, puisque nous partons d'une situation où notre administration, elle n'est pas complètement informatisée. Nous sommes en train nous sommes donné un objectif d'achever cette informatisation-là dans les mois à venir, et nous entamons au travers du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration publique, au titre de notre mission de gestion de l'informatique de l'État, nous entamons déjà des projets, des réflexions de digitalisation de l'administration publique. Donc voilà, on a un certain nombre de seuils techniques, technologiques à franchir. Mais ce que je voulais dire, et je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire le précédent interlocuteur, une fois qu'on a surmonté ces problématiques réglementaires techniques, je pense qu'au bout du bout, vous savez, en Afrique, on a une population qui est extrêmement pragmatique en réalité. C'est est-ce que ce qu'on lui offre est utile ou pas? Et c'est là tout le défi, en fait, à la fois des dirigeants que nous sommes, mais également de l'écosystème d'innovation. C'est notre capacité à formaliser des solutions et une pédagogie qui soit accessible aux citoyens. Le précédent interlocuteur a complètement raison de recommander, d'éviter de parler de la blockchain, d'utiliser même le mot blockchain. Il faudrait beaucoup plus mettre en avant, comme j'essaie de le faire dans mon rapide exposé, quels sont les gains et quels sont les usages qu'on peut faire avec cette avancée technologique qui sécurise l'ensemble des interactions, l'ensemble des engagements entre les différentes parties prenantes. La confiance, la transparence sont des conséquences de l'offre basée sur cette blockchain. Donc, on sent bien que ce qui est important, ce n'est pas tellement la technologie, même si tout repose là-dessus, mais ce qui est important en Afrique et en particulier aux Comores aujourd'hui, alors nous sommes condamnés, si vous voulez, à faire le leapfrogging, comme le disait le vice-président de la BOA, parce que nous avons une population qui est, comme les autres populations en Afrique, qui est connectée, qui est en relation avec le monde, qui voit les avancées. Et par conséquent, il suffit de regarder juste la jeunesse, qui représente plus de 60% de notre population. Elle est déjà dans l'étape d'après. Donc, nous devons à la fois prendre le temps de mettre en place les infrastructures nécessaires, réglementaires, techniques, et puis prendre le temps aussi d'expliquer, de faire preuve de pédagogie à toute la couche de la population, mais en même temps, on sent bien qu'il y a une telle attente. On a un écosystème numérique innovant qui a fait un bond en l'espace entre fin 2018 et début 2020. Nous sommes passés à un écosystème, on va dire, numérique comorien, d'une dizaine de startups qui travaillent autour de l'IT, développement informatique, de logiciels de base, de bureautique, etc., à plus d'une cinquantaine de startups innovantes qui développent des solutions innovantes dans différents secteurs comme la santé, le transport. Et ils sont déjà sur une autre logique. Ils ont traversé tout de suite les barrières. Donc, on a ce défi-là. Donc, je pense, pour vraiment terminer ma réponse, que le défi, c'est de faire les bons choix au bon moment. Et c'est pour ça qu'on ne s'interdit pas de nous intéresser à
ce type de sujet, parce qu'on pourrait dire, oui, mais attendez, blockchain, etc., c'est un peu loin pour nous, on va attendre un petit peu, et alors qu'en fin de compte, c'est peut-être ce qui va nous permettre de gagner du temps, parce qu'on va pouvoir, peut-être en expérimentant, en mettant en place un prototype qui pourrait faire ses preuves, ça permettrait au pouvoir politique de comprendre tout de suite la valeur que ça apporte, de montrer aux citoyens la valeur que ça apporte et que le pacte de transparence, de confiance est réel, même si, comme l'a dit l'intervenant précédent, la technologie ne fera pas tout. C'est un nouveau mindset à enclencher de manière globale, mais c'est déjà un bon début. Merci beaucoup, c'était très très clair. Je vais poser une dernière série de questions à l'ensemble de nos panélistes et après on répondra aussi à vos questions qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas, les participants, à poser sur le chat ces questions. Je vais commencer par Pete parce que je crois que tu dois vraiment nous quitter impérativement dans un quart d'heure. C'est un peu une question pour se projeter dans l'avenir. Hein. Quelles sont les prochaines étapes pour ce développement de la blockchain en Afrique? D'ailleurs, est-ce que pour toi, l'Afrique est prête à accueillir ces nouvelles solutions via la blockchain? Et voilà, quelles sont pour toi les prochaines étapes en termes d'évolution technologique, de nouveaux usages, d'acceptabilité aussi des Africains par rapport à la blockchain? Pete, la parole est à toi. Oui, selon mon expérience, et je crois aussi que l'Afrique est tout à fait prête pour disons, utiliser le potentiel de blockchain. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment pas seulement d'en parler, mais vraiment de l'utiliser, cette technologie en pratique. Alors, de piloter des nouveaux idées, des nouveaux concepts, de se familiariser avec cette technologie, d'apprendre, vraiment de faire un voyage d'apprentissage pour vraiment trouver des solutions adaptées selon les différents besoins dans les pays africains. Et bien entendu, ça ne concerne pas seulement des concepts comme j'ai présenté de True Budget, mais bien entendu aussi le secteur financier en tant que tel avec des tokens et cryptocurrencies, ce qui est à découvrir par les pays africains. Et l'avantage des pays africains, bon, Nelly a dit il manque un cadre réglementaire, ça c'est tout à fait vrai. Mais moi, je vois ça aussi en tant que c'est aussi une chance, une potentiel de n'avoir pas tout réglé dans un contexte. Alors, par exemple, ici en Allemagne, si on veut faire quelque chose de nouveau, c'est vraiment un casse-tête. C'est beaucoup plus facile vraiment de travailler et de convaincre des gens avec un esprit beaucoup plus ouvert que, par exemple, ici dans l'administration allemande. Et ça, c'est vraiment l'avantage stratégique que je vois en Afrique. C'est la volonté, mais aussi c'est la possibilité de le faire. Et c'est aussi l'esprit vraiment d'être dans une situation vraiment de vouloir améliorer quelque chose. Ouais. Et ça, c'est vraiment un point fort. C'est pour ça aussi que, vraiment, moi, personnellement, je travaille très bien avec les partenaires africains. Ils ont leurs propres idées, ils ont leurs propres concepts. Et notre rôle, c'est seulement de le soutenir, bien entendu aussi de mettre à disposition des fonds des risques, oui, parce que, bon, on ne sait pas quel est le résultat à la fin. Mais c'est une collaboration qui est assez fructueuse et je me répète un peu, mais c'est aussi la possibilité de l'Afrique de passer avant le pays nommé industriel et de prendre de prendre profit de cette situation. J'en suis convaincu que l'Afrique avance beaucoup plus rapidement que les autres pays. Merci beaucoup, Pete. Et ce que tu as dit sur l'administration allemande, je pense que l'on pourrait dire la même chose sur l'administration française, d'ailleurs.
Merci beaucoup, Pete. Jean-Marc, je vous passe la parole sur deux sujets, les difficultés d'une part, et puis aussi, on fait les deux en même temps, votre vision sur les prochaines étapes. D'accord. Merci beaucoup. Sur les difficultés, oui, je voulais juste dire un mot un peu interne à quelqu'un qui est dans une administration fiscale et qui en fréquente une trentaine d'autres. Du point de vue du secteur public, il y a un certain nombre de sujets quand même qu'il nous faudra gérer. Alors, des sujets de plusieurs niveaux. Je vais commencer par le haut. Je pense qu'il faudra absolument, pour qu'on puisse appréhender cette technologie et surtout se l'approprier et commencer à s'appuyer dessus, il faudra d'abord qu'on ait vraiment une assurance totale de la sécurisation des informations qui seront utilisées et contenues et maniées par des systèmes de blockchain. Parce que dans l'ADN des administrations publiques, et je pense encore plus dans l'ADN des administrations fiscales, il y a quelque chose qui s'appelle le secret fiscal et qui est très très important parce que c'est une garantie absolument essentielle pour le citoyen et le contribuable. Et donc, il faut vraiment garder ce sujet à l'esprit quand on commence à manier des données qui sont confidentielles et qui relèvent pratiquement de la vie privée de chacun. Le deuxième point, c'est aussi que, alors ça, je dirais que ça dépend un peu du point de vue de chaque administration. Là-dessus, il y a des sensibilités qui sont différentes, mais il y a quand même beaucoup d'administrations qui considèrent qu'elles doivent avoir un certain degré de maturité interne sur les technologies sur lesquelles s'appuie leur système pour pouvoir maîtriser la chose et ne pas être complètement dépendant d'intervenants extérieurs et de technologies sur lesquelles, pour elles, ce serait une gigantesque boîte noire. Donc ça c'est quelque chose qui est un peu variable en fonction des administrations, mais il y a quand même des administrations qui sont très attachées à ça. Et effectivement, je pense que c'est un point d'attention pour pouvoir avancer sur le sujet. S'agissant de l'humain, puisque c'est quand même là aussi un des moteurs des administrations, il ne faut pas sous-estimer l'angoisse qu'il y a face au changement et face aux ruptures de technologie. Moi qui suis dans l'administration fiscale depuis un bon petit moment quand même, j'ai vécu celle avec l'arrivée d'Internet, où d'un seul coup, on se retrouvait avec des applications qui étaient totalement novatrices, puisque on avait le contribuable pratiquement en direct qui pouvait intervenir sur son dossier, modifier ses charges de famille, son taux de prélèvement à la source, sans qu'on ait pu d'abord voir le bon papier, vérifier que tout ça est fait dans les règles de l'art. Donc il y a quand même quelquefois une résistance un peu au changement. Et je pense que dans le cas de la blockchain, c'est un sujet qui va se poser avec d'autant plus d'acuité, parce que là, on s'aperçoit qu'en fait, cette technologie-là ne va pas seulement supprimer des tâches matérielles et des tâches répétitives, mais qu'elle a un degré de maturité suffisant pour maintenant supprimer des tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire des gens qui ont une profession intellectuelle ou qui nécessitent le recours à une expertise. Donc, il faudra aussi vraiment accompagner ce changement. Et puis alors pour les administrations publiques, on a un dernier sujet qui est classique, mais un sujet quand même de formation, de recrutement sur des secteurs qui sont extrêmement concurrentiels et où les gens qui ont un savoir-faire sont en général sollicités par beaucoup de monde. C'est par exemple en ce moment le cas des data scientists qui sont sur un marché extrêmement concurrentiel. Quand on essaie de les faire venir dans les administrations, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours les mêmes conditions à offrir. Voilà. Donc, au niveau des difficultés, il y a quand même quelques points d'attention du point de vue d'une administration publique, mais qui sont quand même des sujets assez importants. Maintenant, sur l'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le champ est immense. En Afrique, moi, je pense qu'il y en a un quand même qui est quand même probablement plus à portée que les autres. C'est celui qui tourne autour de tout ce qui est
la propriété foncière, l'identification de l'appartenance des biens, la transmission, la sécurisation en s'appuyant sur d'autres technologies, GPS, ainsi de suite, par rapport à beaucoup de pays qui, par exemple, ont une déficience, voire pas de cadastre du tout. Bon, ça, c'est quelque chose qui probablement offre un premier point où on peut aller assez rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je voudrais aussi donc reposer des questions pour Nelly et Shamsoudini, peut-être Nelly en premier. Alors, d'une part, effectivement, votre vision des prochaines étapes, mais également vous faire réagir sur ce que disait Pete il y a 5 minutes. Est-ce que vous pensez aussi que c'est plus facile, finalement, la blockchain à déployer en Afrique qu'en Europe? Je vais d'abord répondre à ce que disait Pete. Évidemment, qu'est-ce qu'il a raison, parce que Idiara, en fait, est d'abord une holding en France, c'est une start-up, la French Tech, mais c'est aussi des filiales en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai que commencer en Afrique centrale ou de l'Ouest, c'est beaucoup plus facile. Comme il y a une zone grise, les régulateurs, en plus, sont très ouverts quand on les approche pour échanger sur ce qu'on fait et pour commencer ce processus d'éducation et même peut-être contribuer à petite échelle à ce début de réglementation. Donc, c'est la chance qu'on a quand on vient opérer dans une zone comme ça où tout n'est pas ficelé. Alors qu'en France, aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus cadré. On a le ZAN qui est sorti il y a 1 an, donc qui est déjà beaucoup plus allégé en termes de réglementation que ce qui peut exister sur les marchés financiers, les actifs financiers tels qu'on les connaît, les actions, les obligations. Mais quand même, ça demande énormément de travail en termes au point de vue compliance et on n'a pas forcément ce luxe de pouvoir s'y intéresser énormément quand on débute. Donc oui, je suis totalement d'accord avec Pete. C'est beaucoup plus facile, mais ça pose quand même, voilà, quand on lève des fonds, les investisseurs demandent, mais quelle est la garantie que vous ne serez pas en prison dans 5 ans? Voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué. Et sur on reparlera tout à l'heure, je pense, de tout ce qui est fraude et compagnie, et compliance. Et sur les prochaines étapes pour vous, sur notamment de la blockchain en Afrique? Moi, sur les prochaines étapes, s'il y a un sujet qui aujourd'hui me semble plutôt important, il faut que les banques centrales africaines s'en saisissent, c'est tout ce qui est autour des monnaies digitales de banques centrales. On a la Chine qui a entamé depuis 2-3 jours le test grandeur nature dans une deuxième ville sur l'expérimentation du yuan numérique. Je pense que quand on voit les échanges et la balance commerciale entre les pays africains et la Chine, on se rend bien compte que renminbi en yuan numérique, ça va énormément disrupter les échanges commerciaux. De fait, je pense que les États-Unis, la France et d'autres pays ne restent pas attentistes et commencent aussi ces consultations pour créer, pour imaginer ce que pourraient être ces monnaies digitales de banque centrale. Donc, en Afrique, il est temps aussi qu'on s'y intéresse. Ça, c'est une des évolutions qui me semble hyper importante. Et vraiment, j'invite tous ceux qui ont ce pouvoir-là de les banques centrales, les régulateurs, à s'y intéresser et à ne pas le prendre comme à se dire, on va venir après. On peut pas venir après. On peut pas se permettre ce luxe-là. Il faut aller en même temps que les autres. Il faut prendre le train en même temps que les autres. La deuxième chose qui m'inspire beaucoup, c'est je crois que ça fait le lien avec peut-être la question que tu veux poser, Jean-Michel, c'est les émissions obligataires. On a eu la deuxième aussi, plus grosse banque commerciale chinoise, là, qui vient d'émettre sur le marché obligataire 3 milliards de dollars sur la blockchain. En France, on a la Société Générale qui a fait aussi des tests il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, quand on se rend compte qu'en Afrique, aujourd'hui, en Afrique francophone, Cameroun, Sénégal, qui ont levé énormément sur le marché obligataire ces derniers temps, ces obligations-là sont rémunérées entre 3,5 et 7%. Aujourd'hui, quand on fait ces levées d'obligations, on n'inclut pas forcément la masse des individus présents dans les pays et aussi le levier de la diaspora. Pourtant, ces gens-là pourraient être à même de participer au financement des infrastructures locales. Et en plus, ça donne des taux de rémunération supérieurs à ce qu'offrent les banques sur le continent et les microfinances. Donc, quand moi, je vois un problème de bancarisation de l'Afrique à moins de 10%, je dis, mais regardez ce que les banques proposent. Les banques rémunèrent 2,5 à 3%. Et prête entre 10 et 20% quand on a une microfinance. Si demain, on dit aux populations, bancarisez-vous pour pouvoir souscrire via la blockchain à un
actif d'épargne qui vous rémunère à hauteur de 7% par an, je suis sûre qu'on sera surpris des impacts sur l'inclusion financière. Donc, prenons ça comme on a conçu les systèmes blockchain sur comment imaginer les incentives humains et comment faire en sorte que tout le monde économiquement s'y retrouve et participe pleinement à ces mécanismes de consensus. Il faut imaginer la même chose sur l'implémentation des cas d'usage précis de la blockchain en Afrique. Merci beaucoup, Néni. Oui, tout à fait, c'est très clair. Shamsudini, peut-être pour terminer ce tour de table, et on a quelques questions du public qu'on va prendre après. Réponse, est-ce que tu partages le point de vue de Pete sur plus facile en Afrique qu'en Europe? Et deuxièmement, bien sûr, ta vision sur les prochaines étapes. Oui, je partage ce point de vue. Il y a une prise de conscience, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette 9e assise des transformations digitales en Afrique. Il y a une volonté politique, en tout cas là je parle de l'Union des Comores, de ne pas louper le train de cette 4e révolution. Donc, par conséquent, c'est déjà quand il y a une volonté politique et qu'il y a un constat qu'il ne faut plus répéter les mêmes erreurs, donc c'est propice à expérimenter des solutions comme ça innovantes. La différence que je voudrais mettre en exergue, ça peut parfois être pris comme un point faible, mais moi je le perçois comme un atout, c'est notre taille. Nous avons une population en local, d'après les chiffres, c'est 1 million d'habitants, à peu près l'équivalent au niveau de notre diaspora. Nous pouvons nous positionner comme étant un petit peu le laboratoire de l'Afrique sur ce type de solution de rupture, parce que la chaîne de décision, elle est peut-être moins longue, la volonté politique est affirmée, il y a une prise de conscience des acteurs clés, pour peu qu'on arrive, et là je rejoins ma collègue tout à l'heure, à imaginer des solutions utiles, pertinentes, qui répondent qui apportent de la valeur ajoutée en réalité à la population, aux citoyens, qui, je le rappelle, ne rechignent pas à être solidaires dans l'effort de développement du pays, mais avec des instruments aujourd'hui rudimentaires. Donc, si on arrive à mettre en place, et je reviens à un exemple alors je n'ai pas le bon terme peut-être, mais ce fameux titre financier blockchainisé, numérisé, qui permettrait de pérenniser cet effort de solidarité des diasporas, des communes, en ayant en retour ces fameux titres qui va leur apporter de l'argent et qui vont pouvoir du coup continuer à aider, mais en même temps gagner un peu plus d'argent et améliorer leur quotidien. Voilà, ça fait un cercle vertueux qui peut être intéressant, et surtout, ça serait le moyen, je pense que c'est un élément qui vraiment doit être expliqué, il serait moyen d'être un peu un contre-pouvoir, ou en tout cas être associé à l'usage de la décision, de l'engagement, de l'information qui serait propagée dans le fameux nœud de la blockchain. Voilà, tout va dépendre des usages et de comment on apporte ça aux citoyens. Merci beaucoup, Shamsudini, c'était très clair. Pete Clefman a dû nous quitter, donc je le salue. Dans le dernier quart d'heure qui nous reste, le cadre de décalage, je voudrais qu'on prenne quelques questions du public. Alors, encore une fois, désolé, le débat n'est pas facile quand c'est en mode ainsi virtuel. J'ai noté trois questions, peut-être que d'autres vont arriver d'ici là, donc je vous demanderai à chacun des réponses rapides, comme ça on pourra en prendre plusieurs. Une sur est-ce que la blockchain est un bon outil pour lutter contre la corruption, une deuxième sur le lien entre la blockchain et la fin du franc CFA, et un troisième, la question énergétique qu'on pose souvent dans la blockchain, est-ce que le minage n'est pas un problème quand on considère toute l'énergie que cela consomme. Peut-être sur blockchain et la corruption, Nelly? Oui, et en fait, je vais prendre la question à revers,
parce que j'ai un passé de pricing, donc optimiser les prix pour augmenter la performance augmenter la profitabilité dans le retail. Quand on pense à la blockchain pour lutter contre la corruption, là, on essaye d'optimiser un peu les coûts. On n'essaye pas de créer de la valeur et d'optimiser le prix. Toutes les études montrent que on crée beaucoup plus de valeur et de profitabilité, peut-être de valeur ajoutée pour les populations et pour les organisations, si on essaye de créer beaucoup plus de la valeur que d'essayer de limiter un peu plus les coûts. Donc moi, plutôt que de me dire comment utiliser pour la blockchain pour lutter contre la corruption, je me dirais mais comment utiliser la blockchain pour doubler la croissance du PIB dans toute la zone Afrique. Et là, il y a des moyens très simples, on les connaît, donc il faut s'y accrocher. Donc changeons de mindset, sortons de cette litanie, l'Afrique, la corruption, l'Afrique, la mauvaise gouvernance. Les États-Unis nous ont montré ces 4 dernières années qu'elles n'avaient rien à nous dire sur la mauvaise gouvernance et la corruption. Je pense que le président Trump ne peut pas donner des leçons à qui que ce soit en Afrique. Donc, sortons de là et utilisons la blockchain pour se dire comment créer de la valeur, comment dynamiser notre balance commerciale, comment accroître encore plus notre PIB. Aujourd'hui, depuis les 5-10 dernières années, l'Afrique contient les 60% de pays qui croient le plus en termes de PIB. C'est prévu, enfin ça va continuer sur cette lancée dans les prochaines années, mais plutôt que de faire 5 à 6% de croissance de PIB, peut-on faire 10-12%? Et comment on le fait grâce à la blockchain et l'intelligence artificielle et d'autres innovations? Merci Nelly, c'est très clair. Bon message positif. Jean-Marc, peut-être une réaction soit sur la fin du franc CFA et la blockchain ou la question énergétique? J'avoue que je suis plus à l'aise sur la question de la corruption qui est celle-ci aussi, c'est parfait. Quelque chose qui est quand même assez en lien avec ce qu'on fait au CREDAF. La corruption comme la fraude fiscale d'ailleurs, puisque voilà, la fraude fiscale par définition c'est difficile de la chiffrer, mais il y a quand même des chiffres qui circulent de manière assez régulière sur ce sujet-là. Il y a aussi des chiffres qui circulent il y a des études sur les flux financiers illicites en Afrique et le montant des sorties illicites de capitaux. Moi, je suis assez pragmatique sur ces sujets-là parce qu'encore une fois, je suis un technicien de l'impôt et j'ai fait beaucoup de contrôle fiscal. On s'aperçoit que plus les choses sont modifiables à l'envi, plus les choses sont elles sont gravées dans le marbre et plus on peut les modifier, les amender et générer par là de la fraude et de la corruption, y compris d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, vis-à-vis des services fiscaux. Moi, j'ai connu le passage de la comptabilité papier à la comptabilité informatique et la comptabilité informatique de première génération maintenant aux logiciels qui sont certifiés par les administrations fiscales et qui ne peuvent pas être modifiés après coup et qui sont interrogeables avec des fonctionnalités qui ne sont qu'à la disposition des administrations fiscales. Plus on est dans un univers sécurisé, plus on est dans un univers qui est complètement identifié et moins quand même on ouvre la porte à la corruption ou à la fraude. Voilà. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la blockchain et ce qui est quand même un peu son cœur et sa raison d'être, qui est l'inscription de manière infalsifiable et totalement sécurisée de données qui peuvent être ensuite mises à la disposition des uns et des autres de manière transparente. Je pense que c'est quand même un élément fort dans la lutte contre la fraude et contre la corruption. Merci Jean-Marc, c'est très clair. Chemsoudini, je vous donne peut-être la parole, à la fois sur les prochaines étapes, et puis si les deux autres questions, franc CFA ou énergie, vous parlent. Allô, il faut remettre votre micro. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, déjà moi, je me rapproche beaucoup plus de la position de Nelly, en fait. Voilà. Ceci étant, ça n'exclut pas
le fait de mettre en place vraiment des dispositifs de sécurité, de contrôle, au contraire, c'est nécessaire. Je crois réellement que le défi que nous avons, c'est de créer de la valeur pour nos populations, et elles sont vraiment en attente de voir leurs conditions de vie améliorées. Bref, qu'on ait de vrais impacts au travers des solutions numériques que nous leur proposons. C'est comme ça, en tout cas, moi, que je le perçois sur le terrain, au quotidien, et en regardant un peu comment les solutions numériques développées par cette jeunesse, par ces écosystèmes numériques comoriens naissants, sont reçues par la population. Donc, voilà, je pense que l'enjeu, c'est comment designer des solutions qui apportent de la vraie valeur aux populations. Ensuite, sur les prochaines étapes, nous, bon, voilà, on va rester sur du basique. Hein, c'est dans les 4 ans à venir, nous nous sommes donné l'objectif de mettre en place un data center national digne de ce nom pour justement pouvoir accueillir, sécuriser, attirer ce type d'investissement et permettre l'émergence de ces nouvelles solutions et de ce nouveau mode de vie, donc de cette administration nouvelle, mais de ce secteur privé nouveau, de mettre en place un technopole qui va réunir l'ensemble des infrastructures nécessaires pour simplifier l'investissement dans ce secteur-là, asseoir le cadre, le dispositif national de cybersécurité. Là, nous avons un réel enjeu. Nous mesurons vraiment le défi qui est le net tant sur le plan technique, humain et stratégique pour faire face à, nous voyons les grands pays développés, matures, comme on dit, les attaques auxquelles ils font face. Donc voilà, on a un vrai défi au niveau de l'Afrique en général, et au niveau de notre pays, on a ce défi-là à relever dans les 4 prochaines années. Et enfin, nous avons compris que Allô? Allô? Ah, on l'a perdu. Je pense qu'on a perdu effectivement notre ami Shamsuddini. Il y a une coupure. Bon. De toute façon, il est déjà 15h41. Jean-Marc, Nelly, vous êtes les 2 derniers intervenants survivants, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous voulez réagir sur une des questions qui étaient encore ouvertes ou on a fait Oui, sur l'énergie. Oui, peut-être, merci. Oui, en fait, quand on pense à la blockchain énergivore, parce qu'on pense au Bitcoin, qui est la première blockchain qui a déjà pratiquement 11 ans. Aujourd'hui, il y a des blockchains de 2e et 3e génération. Tezos, qui est une blockchain franco-américaine. On a Ethereum qui est en train de faire sa migration aussi vers un 2e mécanisme de consensus qui est finalement la preuve d'enjeu et qui ne consomme plus autant d'énergie qu'on reproche au Bitcoin de le faire, qui est basé sur le consensus par les utilisateurs, les possesseurs finalement de ces tokens-là. Donc demain, en fait, la plupart des blockchains sont en train de plus en plus de migrer vers ces preuves d'enjeu où finalement, au prorata de nos possessions des tokens, on peut valider et sécuriser le protocole. Et je pense que même sur le côté énergivore de la blockchain, c'est un procès d'intention qui est fait au Bitcoin, parce que quand on investigue de manière beaucoup plus poussée, on se rend compte que 70% de l'énergie utilisée pour miner le Bitcoin, c'est de l'énergie renouvelable. Et les centrales se mettent à côté des océans, à côté des sources de reliquats d'énergie produits par des entreprises polluantes. Donc, voilà. Merci Nelly. Shamsuddin nous a rejoint, mais Shamsuddin, là, on est vraiment à la fin, donc peut-être une dernière intervention, mais d'1 minute maximum. Allô? Sur quel... oui. Votre intervention a été coupée, il y a eu une coupure, mais vous avez pu revenir, c'est une bonne nouvelle. Ah, désolé. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant que, et puis pareil pour Jean-Marc, avant que nous terminions ce très bon webinaire?
Non, tout simplement remercier vous remercier pour cette invitation. Ça a été vraiment l'occasion de faire connaître les initiatives de l'Union des Comores dans cette démarche de transformation digitale, de rappeler que les ingrédients sont là, donc il y a une volonté politique qui est affirmée, que nous devons contribuer à renforcer en proposant des solutions et des arbitrages utiles et clairs et efficaces. Pareil, il faut accompagner les citoyens. J'ai la chance d'être revenu dans mon pays natal il y a 8 ans, après 31 ans passés en France, et j'observe qu'il y a aussi un retour de gens moins expérimentés. Ce sont des jeunes formés aux 4 coins du monde et qui ont choisi de revenir dans leur pays, alors que l'image qu'on a, et qui est malheureusement vraie, c'est des immigrations. Mais il y a quand même, dans le sens des jeunes formés aux 4 coins du monde, qui sont bilingues, trilingues, qui viennent dans notre pays. Vraiment, c'est encourageant pour nos efforts de transformation numérique pour notre territoire. Et enfin, nous devons faire un effort absolu sur l'identification des talents locaux. Et c'est ce que nous avons commencé à faire à travers un programme que nous avons lancé de promotion à la création de contenu numérique d'intérêt local, où on a pu financer en direct 16 innovations locales qui, pour la plupart, révolutionnent certains secteurs et apportent une vraie valeur ajoutée aux populations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jean-Marc, un dernier mot peut-être? Alors un dernier mot moi aussi pour vous remercier de m'avoir invité à ce webinaire et avoir pu porter la parole du CREDAF et des administrations fiscales membres. Et puis un tout dernier mot pour lancer une invitation, puisque les Comores et l'administration fiscale des Comores faisant partie du CREDAF, j'aimerais bien inviter un de ces jours monsieur le directeur de l'Agence nationale de développement du numérique à un des événements, à un des webinaires du CREDAF pour pouvoir s'exprimer devant les dirigeants d'administration fiscale africains. Voilà. Et ben voilà, l'invitation est lancée, comme quoi même dans un webinaire ça fonctionne. Merci. Ben, je voulais vous remercier tous les trois, Nelly, Chamsoudeni et Jean-Marc, et bien sûr aussi Pete qui a dû nous quitter. Je vous rappelle que tous les inscrits aux ATDA recevront demain un email et pourront recevoir le livre blanc qu'on a fait sur le potentiel de la blockchain pour les finances publiques en Afrique. Il vient de sortir, donc vous aurez demain tous un email pour le recevoir. En tout cas, un grand merci à nos 4 intervenants. Franchement, c'était un webinaire très intéressant à suivre et je vous remercie surtout d'avoir donné des éléments concrets, précis. On n'était pas dans la théorie, mais vraiment dans le concret. Et ça, c'est très appréciable. Un grand merci à vous. Et merci à Mohamedou Diallo et à son équipe d'avoir organisé. Merci Jean-Michel, tu as été formidable, formidable modérateur. Merci. Merci beaucoup. Mohamedou, je te rends la parole.